Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, nous restons dans la méditation, une solution à nos problèmes, mais nous allons aborder un angle tout à fait différent des éditions précédentes et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne, qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de nous donner les différents angles de ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gat, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International et à ceux qui nous suivent sur YouTube, à qui on s'adresse nos reconnaissances. Voilà. Alors l'émission de ce soir, nous avons toujours la méditation, la solution à nos problèmes, mais les chroniques sont des sous-thèmes par rapport à cette préoccupation, méditation, la solution à nos problèmes. Face à l'actualité, est-il utile de méditer? Par exemple, comme le veut bien la première articulation de ce soir en ce qui concerne la chronique qui sera proposée en deux parties, et puis il y aura méditation, la métaphysique de l'homme libre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un homme libre en fait. Voilà. Alors que devrons-nous comprendre à la fin de l'émission? On doit comprendre que nous avons à faire tout pour qu'on se prenne en charge. Ça en fait. Nous restons sur ces registres et nous le martelons parce que apparemment le monde est entre des malins, entre les mains des malins, et puis nous autres, c'est-à-dire l'ensemble de la population mondiale, est à la merci de ces malins-là. Alors comment faire pour que les gens se prennent en charge? Parce que nous parlons métaphysique de manière sociale. Nous ne parlons pas de la métaphysique imaginaire ou bien la métaphysique des anges. Donc on doit rester conséquent sur le fait que nous faisons partie de cette société. Voilà. Alors je suppose que vous êtes nombreux à vouloir savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vous prendre en charge désormais. Si vous souhaitez vraiment le savoir, restez avec nous. Nous allons passer 90 minutes ensemble avec la chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion de ce soir, la page pratique et bien sûr la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 9. Face à l'actualité, est-il utile de méditer? Nous avons décidé à travers cette édition de revenir une fois de plus sur le pourquoi méditer. Pas forcément parce que l'actualité l'oblige, mais parce qu'il y a un petit éclairage à faire. Même s'il faut aussi tenir compte de l'actualité. Sauf qu'avant de continuer dans ces chantiers de la spiritualité qui ne dit pas son nom, nous devons demeurer calmes et prépondérants. La méditation est différente de la prière. Nous ne cesserons de le dire. Il est vrai qu'il y eut des maîtres qui enseignèrent qu'il n'existe pas de mauvaise méditation. Mais bien que cela ne puisse paraître bizarre pour certains et logique pour d'autres, la raison de le dire peut bien être raisonnable quelque part, car dans la recherche des raccourcis de la vie, forçant son existence sur les aspects matériels, on est parfois porté à critiquer tout ce qui ne trouve pas de réponse immédiate à ses attentes. Il en est de même que les personnes ambitieuses ne méditent qu'à des buts égoïstes. On refuse d'accepter que tout ce qu'on fait sans qu'il y ait du sérieux ne paye pas. Pas la peine de vouloir obtenir de salaire dès qu'il y a un petit effort, sinon dessus, on tire une conclusion de désolation. C'est comme si on attend être payé d'un travail effectué en début de semaine, au soir même de la journée, et qu'il soit demandé de continuer à travailler pour attendre le salaire à la fin de la semaine. Ceci ressemble à ce qui arrive souvent à certaines personnes qui pensent que tous leurs problèmes trouvent des solutions
après un temps de prière. Heureusement que ces personnes continuent quand même à prier parce qu'on leur aurait convaincu que les prières ne donnent pas vite. La raison est que la pierre de Dieu n'écrase que doucement. C'est d'ailleurs ce qu'on dit toujours aux chrétiens depuis le début des temps. Mais dans le cadre de la méditation, le plus dur pour tout débutant est les préliminaires. Savoir mener à bien une préparation spirituelle avec endurance sur la base de la psychologie, de l'alimentation spirituelle et autres. Ce n'est qu'après tout cela que la méditation proprement dite devra être envisagée. Le travail de la méditation paye toujours. Les résultats peuvent tarder ou non, et ce selon certains facteurs liés sur la loi de la compensation, la loi de cause à effet, en rapport avec le karma, positif ou négatif. C'est d'ailleurs l'une des raisons principales qui fait à ce qu'on ne doit pas s'attendre sur la question de à quand la récompense, quel que soit le travail jusque-là fourni. Avec la maîtrise et le contrôle de vos pensées, l'augmentation de vos perspectives sera une sorte de récompense possible dans tous les domaines de la vie. Ceci va se traduire sous le prisme de l'inspiration et créativité, de regain de santé sans réelle intervention médicale même en temps de pandémie, ainsi que des révélations spirituelles donnant droit à la découverte des voies appropriées pour la réussite de vos projets. Bref, la méditation trouve son utilité dans une vie concrète et spirituelle, loin de tout fantasme et rêverie sous fond d'ambition parfois démesurée. À l'actualité, est-il utile de méditer? Professeur, j'ai envie de vous poser vous-même cette question. Bon, peut-être que oui, hein. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut qu'on médite notre sort. Notre sort d'être né dans une planète où les gens font n'importe quoi à la merci de leurs idées et de leur tête. Donc, peut-être qu'il faut méditer, hein, c'est tout ce que nous pouvons faire. Alors, est-ce que cette méditation va nous permettre peut-être de voir un peu plus clair par rapport à ce que nous vivons actuellement? Bon, alors, là, on va méditer notre sort comme un prisonnier. Hein. Nous sommes des prisonniers dans une planète tellement vaste, mais qui est embrigadée par des malins et qui décide à la place de tout le monde ce qu'il est prêt à décider, hein, et avec des objectifs très mesquins qu'on ne peut pas contourner. Bon, donc on médite notre sort, c'est comme un monsieur qui est appelé à rester en prison et sans qu'il ne sache exactement qu'est-ce qu'il a fait. Mais on lui dit, médite ton sort. Je pense que nous sommes à ce niveau à l'heure actuelle parce que si la prière, depuis que la terre existe, beaucoup ont prié, continuent à prier, je crois que on devrait même dire qu'on aurait redoublé d'efforts pour pouvoir prier. Et que peut-être la prière, la méditation, on en parle peu dans le milieu religieux. C'est vrai que lorsqu'on remonte dans l'histoire du christianisme, on trouve que il y a eu un bon bout de temps où la méditation était prise en compte comme étant quelque chose d'assez différent de la prière. Mais la méditation dont il est question dans cette émission, c'est une méditation conséquente, c'est une méditation qui redimensionne l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde-là. C'est-à-dire on ne se contente pas de situations de divertissement, on ne se contente pas de l'alcoolisme, on ne se contente pas des ragots de tout genre pour dire bon, on est dans le monde où on passe tout le temps à rechercher les joies même artificielles parce que on se dit que c'est une manière de noyer ses soucis ou de ne pas se morfondre sur des situations
c'est-à-dire, c'est pas nécessaire de croire que les choses vont bien. Il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire. Et la prise de conscience de ce qu'il y a à faire passe par soi, pas par le fait de vouloir changer son environnement ou de son monde. Comme pour dire que si chacun de nous avait cette prise de conscience, ce serait comme dans un village où chacun balaie sa cour et tout le village serait propre. Donc, on interpelle plus d'une personne qui nous écoute. Pas un changement d'idée, de mœurs, d'habitude, d'oxy, de ça, mais la prise de conscience du fait que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des bêtes. Parce que déjà, bien que nous soyons des animaux, c'est-à-dire du règne animal, mais nous avons quand même redimensionné notre existence, notre façon de vivre, un peu différemment à celle des bêtes. Alors, donc, on a intérêt à s'humaniser, c'est-à-dire à prouver que vraiment, nous sommes en voie de devenir des humains. Voilà. Et devenir des humains, c'est à travers la méditation, professeur. C'est à travers tout ce que nous utilisons dans le sens de parvenir à maîtriser cet outil. Parce que nous avons toujours dit, on ne va pas changer de déclarations, on ne va pas changer en disant autre chose. La méditation, c'est un instrument, c'est un véhicule. La spiritualité étant un chemin. Le but de tout cela, c'est de nous retrouver au stade de la béatitude, au stade de divin. Bon, si nous vivons comme pour vivre un certain hasard, heureux ou quoi, qu'adviendra que pourra ou ce qui nous arrivera arrive. Ou bien alors que nous sommes convaincus que ce qu'on nous a dit de l'enfer et du paradis, c'est ce qui est valable. Et que nous voyons qu'autour de nous, tout le monde pêche. Donc, comme pour dire que, bon, on n'est pas le seul à aller en enfer. Et qu'on continue à penser comme ça, on va continuer à voir notre monde s'embourber. Parce que la réalité est que la situation des humains sur notre planète va de mal en pire. C'est-à-dire qu'avec tant d'années de recherche, avec tant d'années de recherche dans le domaine scientifique, ne fût-ce que dans le domaine médical, on ne devrait plus être aujourd'hui à la merci des phobies, des craintes, des peurs qui embrasent toute la planète. On ne devrait plus. Il devrait être établi qu'il y ait eu une preuve assez conséquente du fait que la Terre, les hommes ont évolué. Mais malheureusement, l'évolution s'est avérée matérielle et non spirituelle. On a développé toutes sortes d'armes de destruction massive jusqu'aux armes du point de vue médical qu'on appelle le vaccin. La nouvelle arme qui doit détruire la population du monde à la merci de quelques individus, de quelques têtes seulement. Alors, il y a lieu que on enseigne la méditation aux gens. Parce que avec la méditation, peut-être qu'on peut même te vacciner, le vaccin n'en fait rien. Malgré que ces vaccins, certains il est prévu que certains ont des nanoparticules qui doivent travailler sur l'ADN humain. Et ça, c'est des travaux de laboratoire qui ont été minutieusement élaborés pour atteindre un but. Et ce but, ça peut être le fait de réguler la population du monde, parce qu'à un moment donné, ça donne l'impression que la surpopulation, c'est ça qui fait effet sur les effets de serre, c'est-à-dire le dysfonctionnement climatique, et qui fait que les canicules tuent les gens quelque part, et non le fait de s'alimenter artificiellement
et non d'avoir une vie carrément artificielle, hein, qui fait en sorte que il y a un déphasage entre ce qui serait de fondamental pour nos cellules, ou alors pour leurs cellules, et de ce qui serait de sciences, d'applicabilité d'un certain nombre de méthodes pour pouvoir survivre. Voilà. Alors, professeur, dans les éditions précédentes, on avait parlé de l'alimentation spirituelle, du lâcher-prise, oui, et puis aujourd'hui, on parle de la psychologie. Mais à quel moment la psychologie va intervenir dans la méditation? Vous savez, la psychologie, c'est beaucoup plus lié, à mon avis, ou selon mes recherches, à l'utilisation du cerveau. Parce que on nous a dit que c'est ceci qui est la science, et que lorsqu'on n'est pas dans ces cadres, lorsqu'on ne fonctionne pas avec ces cadres, ça donne l'impression que on n'est pas dans un cadre scientifique, et puis ça fait en sorte que on n'a pas confiance finalement à ce que on fait. Et ceci étant, on est amoindri. Et lorsqu'on est amoindri, on développe le stress oxydatif. C'est-à-dire que on détruit, on fait une autodestruction de ces cellules. Donc, cette autodestruction de ces cellules passe par le biais de la peur généralisée, qui fait qu'il n'y a personne à l'heure actuelle qui tient encore debout. Parce que nous vivons de nos têtes qui sont renversées, non de nos pieds, où nous marchons normalement. Nous avons nos pieds en l'air, nos têtes en bas, et puis on sautille par les têtes, et tout le monde. Parce que quand tu vois les gens, comment ils mettent les masques et tout, bon, tu ressens qu'il y a la peur, hein, qui habite les gens, et surtout les gens du pays du Nord. Alors, ceux-là même qui servaient hier de leçon, ceux-là même qu'on admirait comme des miroirs, où on s'y mirait en eux et on se posait la question, pourquoi ne pas devenir comme eux? On pouvait aujourd'hui, avec beaucoup d'inquiétude, leur bassesse. C'est-à-dire face à des déclarations, vraies ou fausses, tout s'embrase dans les têtes. Et puis, allez, on se renverse. C'est la tête qui marche maintenant à terre. Bon, donc, moi, je ne saurais quoi dire, sauf qu'observer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, ça fait semblant comme si les gens rigolaient. Bon, ça fait amuser. Peut-être que l'Afrique reste encore une zone où, du fait que nous n'avons pas beaucoup artificialisé nos vies, pour la plupart des Africains, parce que il y a une catégorie des Africains qui est concernée par tout ce qui vient du Nord, parce que ayant vécu dans ces pays, ayant pris des habitudes de fond en comble, et peut-être même très mal copié, parce que souvent quand on copie, on ne copie pas exactement ce qu'il faut copier, parce que on veut plutôt aller dans le paraître de l'autre, on copie donc mal. Alors donc, on se retrouve que c'est cette catégorie de personnes-là qui gère encore l'Afrique, en plus. Et là, il faut bien un peu de la jugeote, parce qu'il y en a dans certains pays où cette jugeote-là a sauvé les Africains, en essayant de faire en sorte que les confinements ne soient pas un outil de peur, un outil qui envenime la peur, de peur à ce que le peu de souffle qu'on a dans la précarité conditionnée que nous traversons, ou que certains d'entre nous traversent, ça aurait dû créer cet hécatombe qu'on attendait, vraiment. Alors, professeur, dites-nous, quand il nous arrive de méditer, quels sont des organes, ou alors quel est l'organe que l'on met le plus
je vais dire, en valeur, si je peux me permettre. Alors, l'organe qu'on met de plus en valeur, c'est son cœur. Pour que le cerveau se repose un peu. Voilà, parce que si le cerveau restait valable, on a les difficultés de donner une orientation conviviale entre le cerveau et le cœur qui puisse faire en sorte qu'on soit en symbiose entre les deux parties du corps. Alors, maintenant, derrière le cœur, on va associer les poumons. Parce qu'il faut beaucoup travailler avec la respiration. Et les mouvements respiratoires doivent aller dans le sens de distraire davantage le cerveau. Parce que le cerveau est toujours là, toujours prêt à prendre le dessus. Et parfois, il ignore son rôle, qu'il obtient des informations de l'intérieur. Et ça, c'est pas de sa faute. C'est que c'est par là qu'on a été formaté. Et le fait d'avoir été formaté a fait que le cerveau a plus d'importance pour nous que toutes les autres parties du corps qui ont un sens profond pour notre devenir. Professeur, vous avez dit à l'entame de cette émission que le but, ou alors à la fin de cette émission, on aimerait bien que les gens puissent à un moment donné prendre conscience du fait qu'ils devraient se prendre en charge. Mais non, généralement, on a l'habitude d'entendre que la méditation se fait sur un thème précis. Alors, pour quelqu'un qui veut arriver à se prendre en charge, sa méditation devait être basée sur quoi? Sa méditation devrait être basée comment découvrir le chemin de la spiritualité. Supposant qu'il entend seulement parler de la spiritualité comme ça, et que le moment est venu qu'il découvre ce chemin. Parce que l'utilité ou l'importance d'une telle découverte passe par le fait que on a la possibilité d'atteindre un stade d'élévation nécessaire à être au-dessus des difficultés de la vie. Parce que nous ne pouvons pas mener notre vie dans un combat permanent, de génération en génération. C'est-à-dire que on combat le diable, là on est déjà à l'église pour prier. On combat le chômage, on est à l'église pour prier pour qu'on soit embauché quelque part, ou on est à l'école pour chercher les diplômes. Parce qu'on ne veut plus chômer. Et que c'est quand on aura ces diplômes-là qu'on trouvera du travail. Maintenant, on finit avec ces diplômes, il n'y a pas le travail. Un autre combat arrive. C'est la survie, du genre, qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre? Et vivre ici se traduit par l'acquisition des biens matériels. Le fait de se comparer aux autres. De dire, voilà, l'autre, j'étais plus fort à l'école, et j'ai eu mon dernier diplôme, donc mon doctorat ou mon agrégation, je ne sais pas quoi, avant lui. D'ailleurs, lui n'a même pas atteint mon niveau, je ne sais pas comment il a les voitures, il a ceci, il a cela. Oubliant que derrière toutes nos vies, il y a la récompense. La récompense, elle est de par notre façon d'avoir mené notre vie. Depuis la nuit des temps, depuis nos origines jusqu'à aujourd'hui. Ici, je fais allusion aux vies successives, au karma. Si nous avons un karma positif, sans aller à l'école, on a eu beaucoup d'hommes d'affaires de l'ouest de notre pays qui ont employé des milliers et des milliers de diplômés sans que certains d'entre eux aient même le CEP. Donc, sans aller à l'école, on emploie les gens qui étaient à l'école. On peut dire que bon, alors c'était à l'époque, c'est faux.
Mais maintenant, il y a des gens tels que certains de ceux que je connais, il fait le BEPC, il dit qu'il ne va plus à l'école. Et puis, il se met quelques temps après à faire des petits travaux, le pouce, c'est-à-dire il met sur un petit engin de 2 roues quelques objets à vendre, et au bout d'un temps, il a un immeuble. Au rez-de-chaussée de cet immeuble, il y a un bar. Et de l'autre côté, il y a les locataires de ci et de ça. Et les gens qui continuent à aller à l'école, qui veulent avoir terminé tous les diplômes, certaines de ces personnes-là, c'est lui qui les aide même à payer la scolarité. Bon, donc, le véritable problème, c'est comment devenir des personnes affranchies. Nous pensons donc que le but de notre émission, c'est de revenir sur ça comme pour que tout le monde se mette à dire partout au quartier que Jésus est mort pour les sauver. Il fallait plus de 100 ans de récitation de Jésus, le Fils de Dieu. Aussi bien qu'à l'ère actuelle, tous les dimanches, on continue à le dire. À chaque deuil, on le dit. À chaque endroit où on se rassemble, on le dit. Pourquoi on continue à le dire alors qu'on l'a déjà dit? Les gens devraient passer à autre chose. Donc ne nous demandez pas de ne pas insister que nous devons devenir des êtres affranchis. Nous allons toujours le dire. Parce qu'à force de le dire, d'autres prendront conscience et seront de ce fait et seront à même de se poser la question que m'attend. Pour qu'on soit, d'abord, on n'est pas affranchi, ou bien alors, c'est vrai, on n'est pas affranchi parce que on a été à l'école pour être employé quelque part. Donc, quelqu'un te marche dessus. On a même de l'argent, on est dans un circuit où on est dépendant d'un groupe ou d'un lobby. On est président de la République, derrière soi, il y a toute une grosse machine qui te manipule. La population n'est pas au courant. C'est-à-dire que personne n'est libre. Personne. Et comment on va devenir donc libre? On nous parlait de libre arbitre. Avec ces religieux et tous ces scientifiques de mauvaise loi là, du moins au discours de mauvaise loi, quand est-ce que nous deviendrons donc libres? Il faut qu'on parle aussi de notre liberté. Qu'on dise que nous voulons être des affranchis. La liberté, à côté des autres, de ce que je parle là, peut-être serait taxé de libertinage, c'est faux. La liberté, c'est un patrimoine qui est en rapport avec l'inné. Chacun naît avec. Alors, même en prison, on peut refuser de manger. Si on a même de faire les grèves de faim, ça veut dire que même en prison, on est libre. Même étant bébé, on refuse de téter, alors qu'on n'est pas malade. Ça veut dire que dès la naissance, on est libre. Un bébé fait ça dur à sa mère, parce que sa maman l'a abandonné pour aller faire le Congo-Ça avec d'autres femmes. Il pleure, sa maman vient pour lui donner le tété, il le refuse. Parce qu'il est libre. Alors pourquoi nous, avec tous les diplômes que nous avons, toutes les histoires de scientifiques que nous réclamons ou bien que nous disons, nous prétendons être. Alors pourquoi sommes-nous devenus si dépendants et si malheureux? Parce que ça ne se comprend pas, voilà. Alors, je pense que la deuxième partie de la chronique pourra sûrement apporter des éléments de réponse puisqu'il s'agit de la métaphysique et l'homme libre. On écoute et puis on revient pour la suite de l'émission. La métaphysique de l'homme libre. Nous ne le dirons jamais assez que cette émission est un programme qui a pour but essentiel de sublimer tous ceux qui sont en quête de la haute connaissance, c'est-à-dire la connaissance métaphysique avec tout ce qui s'y cache. Oui, la connaissance au-delà du subconscient subliminal.
Cette connaissance dont il est question dans ce programme de télévision est destinée à toute personne qui désire développer des vertus spirituelles en elle, son intuition en vue de savoir comment maîtriser les lois de la nature et en principe celles de l'attraction, etc. C'est une piste qui permet à tous ceux qui sont à la recherche du chantier des lumières et qui sont déterminés d'entrer dans les mondes supérieurs de comprendre combien la vie spirituelle est essentielle pour l'existence de tout un chacun. En revanche, ce n'est qu'en étudiant au moindre détail la chose spirituelle qu'on arrive à décrypter les données occultes qui permettent d'obtenir la clé des portes des différentes chambres de la sphère divine. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le spirituel afin de parvenir à développer des vertus occultes qui sommeillent en soi. Tel que nous le disons souvent, c'est une affaire de méthodologie avec pour but de s'affranchir de toutes sortes d'esclavage mental, spirituel, intellectuel et surtout occulte. Grâce à cela, on sera à l'abri de toutes sortes d'envoûtements, de manœuvres de sorcellerie d'où qu'elles viennent, qu'elles soient politiques, scolaires, religieuses, industrielles, sentimentales, professionnelles, etc. Chaque individu devra savoir qu'à partir d'un bon dosage de la culture générale, loin des cahiers de cours préprogrammés dans les lycées et collèges, universités, etc., en vue de contrôler les intelligences des apprenants, que commence le début d'affranchissement de soi. Une sorte de formation et d'auto-formation qui passe par un apprentissage initiatique qui tient à chercher à comprendre les méandres de la vie dans toute sa globalité jusqu'aux petits détails. Ici, on cherche les voies et moyens qui permettent à tout prix qu'on soit capable de trouver où serait la porte de la connaissance pour du vrai et d'être à même de trouver la clé qui va permettre d'ouvrir cette porte. Certes, c'est cette connaissance qui est le macrocosme et le microcosme en même temps. Elle est d'une double polarité positive et négative, du genre des exemples de la main droite et la main gauche, du jour et la nuit, de la lumière et des ténèbres, etc. C'est que les Asiatiques appellent le yang et le yin. Le côté microcosme de la connaissance voudrait qu'elle s'émiette en de plus petites particules s'effondrent dans tout et en tout, dans tous les sens et directions multiformes. Et ce n'est que là qu'on peut constater comment la connaissance nous permet d'avoir une prise de conscience sur tout ce qui existe sur les autres et sur nous. Lorsqu'en chacun de nous, elle devient totale, elle nous sublime et nous permet de gagner en idées, en intuition, par la maîtrise de nos pensées. Chez chaque personne, la connaissance doit se manifester en l'intuition qui se traduit par l'art de la compréhension. Une sorte de prise de conscience sur l'existence du mal et du bien, avec pour seul objectif comment développer uniquement les idées du bien en vue de s'auto-créer une voie subliminale pour l'atteinte de son être intérieur susceptible de s'identifier finalement en homme libre. Devrait s'identifier en homme libre. Tout à l'heure, professeur, avant le début de la deuxième partie de la chronique, vous parliez effectivement de cet emprisonnement que subit alors cette prison dans laquelle se retrouve l'homme actuellement. J'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez que dans le monde dans lequel nous vivons, on pourrait prétendre à être des hommes libres? Un jour. Mais peut-être que quand on va tuer beaucoup de gens, le peu de gens qui vont rester sera les bons gens, peut-être. Le problème de l'homme, c'est le problème matériel. Alors, prenons un exemple. Si quelqu'un construit une grosse maison, très très grosse, c'est une grande maison très vaste, avec beaucoup de chambres. Alors, dans un premier temps, parce qu'il s'est marié, ou avec son épouse, la décision sort qu'il nous faut 6 chambres.
Chaque enfant aura sa chambre. Et là, on prend une bonne superficie et puis on fait une grosse barrière. Et là, on est dans la tranche d'âge de 45 ans. On pivote entre 40 et 50 ans. On a déjà les enfants qui bacheliers, qui brevetés et tout. Bon, ça évolue. Finalement, on les expatrie petit à petit. Chaque fois qu'un de ces enfants a son baccalauréat, on lui trouve une place dans un autre pays. La maison, c'est vide. Et là, le rhumatisme, la goutte et tout s'installe. Parce qu'on a vécu tellement aisé qu'on n'a pas eu le temps de faire même du sport. Et quand bien même on faisait du sport, c'était le sport de complaisance parce qu'on mange n'importe quoi, on boit un petit vin. Et puis maintenant, on part faire le sport. Alors, à un moment donné, il y a des phrasages sur la donne qu'on impose aux cellules. Et puis, le vieillissement se fait de manière exponentielle. On ne peut plus prendre les escaliers. Les 6 chambres d'en haut ne sont habitées que par les souris et les araignées. Peut-être à un certain coin de la toiture, les chauves-souris sont même entrées par là. Ou les pigeons. Tout est sale en haut. En bas déjà, on n'a pas pu occuper toutes les chambres. Et la maison est tellement vaste que ce n'est qu'une pierre qu'on trouve. Quand on vous trouve couché dans votre lit, c'est comme si on a posé une petite pierre. Entre-temps, la terre se voit encombrée, c'est-à-dire il n'y a plus du terrain pour acheter. Parce que les gens qui ont acheté les terrains le premier ont tout occupé de manière, disons, assez barbare. C'est ça qui fait le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas la population qui fait un problème, c'est le manque d'éducation de base qui fait un problème sur cette terre-ci. Parce que dans cet environnement où le matériel a pris le dessus, on donne l'impression que si on ne fait pas comme les autres, nous tous, nous sommes dans un registre de concurrence, de compétition, qui commence avec l'école primaire où il fallait être premier de la classe. Ça continue comme ça jusqu'à le collège. Et puis ça entre dans la vie où tu ne vis ta vie qu'en comparaison de ce qu'est la vie des autres. Alors, pour finir, ça devient une problématique qu'on n'arrive plus à trouver des solutions. C'est à ce que nous sommes là maintenant. C'est-à-dire, il ne sert à rien de rendre une ville comme Douala comme Paris. Parce que Paris aujourd'hui cherche à tout casser et à tout recommencer. Tout est aride. Bon, il ne sert à rien de faire des choses comme si le modèle des uns et des autres est l'unique modèle du monde. Non. Il sert à quelque chose de vivre dans un environnement où le bonheur est le fait d'être aisé par rapport à sa vie. Donc, c'est donc pas donc facile qu'on dise que il y aura une baguette magique qui va faire en sorte que la vie des uns et des autres change dans notre planète au rythme où nous sommes là. Mais il ne faut pas se décourager lorsque on se sent missionné, où on a une vocation, où on a un don, où on a une envie criant de dire des choses. C'est pour cette raison que, sans que nous-mêmes nous soyons découragés, nous pensons que le rôle qu'on a joué à travers cette émission est un rôle idoine pour le devenir de l'être humain, dont il faut le faire prospérer. Voilà. Professeur, mais quand on parle d'hommes affranchis, c'est parce qu'il y a des prisons. Quand on parle de liberté, c'est qu'il faut sortir de ces prisons-là. Alors, de quelle prison parlons-nous en ce moment-ci? On a la première prison, c'est le mental. Hein. Nous pensons que ce qu'on sait est vrai. C'est la première prison. C'est-à-dire, bon, quand on va à l'école, on dit 1 + 1 = 2.
tu dis que j'ai compris, c'est bon. Lorsqu'on va te donner une preuve de mathématiques et qu'on demande que 1 plus 1 égale combien, écris 2. Ce n'est pas interdit d'écrire les bêtises quand tu es dans un milieu des gens qui trichent ou bien qui sont inconscients de ce qu'ils font. Ce n'est pas interdit. Mais sauf que toi, tu sais que 1 plus 1 n'égale pas 2, c'est tout. Parce qu'on ne peut pas prendre une chose, ajouter dans l'autre et ça devient 2. Tu le sais, et puis tu n'as pas besoin de discuter de ça avec quelqu'un. Parce que tu ne vas pas changer la donne, étant tout seul. Mais tout au moins pour toi, tu sais déjà que ce qu'on raconte là, c'est des histoires. Ça va. C'est comme ça que tu vas apprendre à tes enfants que ce qu'on raconte souvent, c'est des histoires, sans toutefois leur dire qu'il aille en opposition avec leur maître ou leur professeur. Mais en faisant ça, tu les amènes à établir la différence qu'il y a entre apprendre et comprendre. Parce que l'école consiste à apprendre sans comprendre ce qu'on apprend. Mais si l'enfant déjà sait comprendre ce qu'il apprend, sans perturber le cours, il aura les diplômes, mais il ne sera pas un diplômé comme les autres. Parce qu'il y a des gens qui ont les diplômes, mais n'ont rien dans la tête. Parce qu'ils n'ont qu'appris à apprendre. Ils n'ont jamais appris à comprendre. Donc, c'est quelque chose qui vaut la peine qu'on sache qu'il y a une autre manière de faire fonctionner même ces cerveaux-là qu'on veut, qu'on formate à tout moment ou à tout. Que ce soit du point de vue religieux, que ce soit du point de vue scolaire. Dans tous les cas, on est assis sur nos cerveaux. Et là, on ne sort pas de la prison. À partir du moment où ton cerveau est déjà emprisonné, même étant libre, tu n'es pas libre. Voilà. Alors, quand vous dites que on va aller à l'école, mais en étant conscient du fait que ce qu'on dit là-bas n'est pas toujours vrai, on est conscient de ce fait. Mais est-ce que quelque part, ça ne serait pas de l'hypocrisie? Parce que pourquoi aller dans une institution ou alors aller vers un programme qui, en principe, nous emprisonne? Pourquoi pas refuser catégoriquement? Là, tu me poses la question comme je l'ai posée à un prêtre avec qui j'échangeais et qui m'avait tenu des langages tels que ce qu'il prêche et ce qu'il ressent ou ce qu'il croit, ce n'est pas la même chose. Bon, alors je lui pose la question de savoir que, mais pourquoi tu ne démissionnes pas? Il me dit, gars, c'est ce que j'ai comme travail. C'est ce que j'ai comme travail. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que ton enfant va rester à la maison? Simplement parce que tu boudes l'école, toi. Non. De un. De deux, il n'est pas né pour devenir comme toi. Hein. Il peut même être en déphasage total de tout ce que tu fais. Parce que, entre guillemets, il y a un démon qui habite son cerveau. Donc, tu fais un enfant. Tu n'es pas son Dieu. C'est tout. Tu le laisses évoluer dans la société comme il peut. Mais tu joues ton rôle de guide. Et tu dois tout faire pour être un bon guide. Parce que tu ne sois pas un guide alcoolique. Pour dire que tu es un guide. Simplement parce que tu es le père de l'enfant. Il doit accepter que l'alcoolisme. Ne sois pas un guide dépravé. Tu poses des actes qui sont immoraux. Et puis tu t'en inventes et tu t'en fous de tout ce que cela comporte. Non, tu es un guide. Tu voudrais que tu es critiquable par les gens que tu guides. C'est-à-dire, ils ont le droit de s'asseoir devant toi à un moment donné de la vie et te poser des questions sur ton comportement. Parce que, en fait, certains de nos enfants fuient nos parents ailleurs. Et ils sont venus dans nos vies pour nous guider, et non l'inverse. Mais sauf que jusqu'à une certaine date, c'est nous qui les tenons la main pour traverser la route.
ben, après cette date-là, c'est eux qui nous tiennent la main pour traverser la route, sans que nous soyons forcément des handicapés. Mais nous sommes des handicapés au niveau de nos cerveaux. Bon, non, la vie sur Terre n'est pas ce qu'on raconte ici et là. Alors, maintenant, l'école, c'est d'abord un tissu social. C'est la sociabilisation. Ça crée un certain nombre de choses, bons ou mauvais, hein, un nombre de choses qui peut amener à ce que soit on fait les affaires parce qu'on a eu des camarades qu'on peut rencontrer dans un lieu de la joie, les rues de la joie, à boire de l'alcool, à manger du n'importe quoi. Voilà qu'on va faire prospérer son affaire. Ou alors son projet va tenir debout. Bon, mais est-ce que ta vie est basée ou est liée seulement au projet, du point de vue matériel? Ou ta vie concerne seulement les affaires que tu fais là? Non, il y a affaires et affaires. Il y a des affaires où on ne gagne rien dedans. Mais en termes d'argent, mais on gagne en termes de satisfaction parce que on est en train d'édifier les gens qui ont besoin de ça. Si un prêtre peut, un pasteur, arriver à un deuil, faire à ce que les gens ne pleurent plus, parce que son homélie, je le disais dernièrement, tient debout et sur les larmes aux gens, au point où chacun rentre plutôt avec une leçon de ce qu'il a écouté du discours du prêtre. Alors, ben attends, on ne va pas dire que ce monsieur, son rôle n'a servi à rien. Donc, chacun a un rôle. Et il faut seulement être sérieux vis-à-vis de ton rôle. Si c'est que on dit Jésus est le Fils de Dieu, toi-même le prêtre, tu n'y crois pas. Mais que tu penses qu'en le disant, ça va aider à ce que la morale puisse se développer dans l'environnement dans lequel tu es appelé à prêcher ce Jésus-là. Bon, mais c'est un rôle. Hein? C'est comme la médecine. Elle est très nuisible, très toxique, mais n'empêche que les urgences soient très utiles. Mais est-ce qu'en métaphysique, ça ne pourrait pas être taxé de mensonge ou alors du péri? Oui, mais attends, en métaphysique, si tu prescris le paracétamol à quelqu'un, tu l'as dupé, parce que ça va calmer les maux de tête, ça va diminuer son taux de globules blancs, rouges et tout. C'est écrit sur la notice. Donc tu lui as fait du mal. Mais lui, il voulait calmer les maux de tête. Tu vas beau lui dire que c'est pas bien, il va toujours boire le paracétamol. Alors nous, du point de vue mystique, on pense que tu peux boire de l'eau, respirer pendant longtemps, boire une bonne quantité d'eau. Après, tu te reposes, les maux de tête s'arrêtent. Et sans que ça ait des effets indésirables. Et là, c'est du point de vue métaphysique. Alors, maintenant, qui va se reposer alors qu'il guette quelque chose, soit du point de vue sentimental, soit du point de vue financier, soit du point de vue de quelque chose, qui va se reposer? On ne va pas se reposer quand on a besoin d'argent. On a sa moto, on ne vit que de ça. Et on a les maux de tête. On reste à la maison pour faire quoi? On boit le paracétamol, quitte à ce que plus tard on ait un cancer. Tant pis. Mais ceci étant, il faut que les gens soient au courant de ça. C'est ça qui est important. Et du point de vue métaphysique, c'est ce qui est important. Parce que là, on ne badine pas sur la responsabilité que celui qui connaît la vérité doit la franchir. Et de surcroît, entraîner à ce que il soit comme une ampoule, une bougie allumée dans une salle obscure. Qu'il soit comme ça, c'est-à-dire qu'il soit l'exemple de son milieu. Qu'on voit en lui quelqu'un qu'on peut imiter.
non sur la base du paraître, mais sur des bases conséquentes de la vie. Parce que les bases conséquentes de la vie sont très difficiles à imiter. C'est facile d'imiter des gens qui pavanent avec des jolis habits, des personnes qui, dans le monde féminin, qui mettent des ongles 3 mètres de distance, si bien que même pour travailler avec son téléphone, c'est tout un problème. Alors, avoir des cils et des sourcils qui ont pris de la dimension comme une forêt, alors c'est très facile d'imiter des choses comme ça, mais c'est pas facile de se poser la question pourquoi l'autre il est toujours avec des babouches, hein, sans que ça soit une critique. Voilà. Mais professeur, est-ce que, parce qu'il faut bien qu'on arrive à devenir des hommes libres, mais est-ce que c'est uniquement la méditation? Si ce n'est que la méditation, j'ai envie de demander combien de temps il faut arriver, ou alors combien de temps il faut faire cette méditation-là pour arriver à devenir un homme libre? Alors, on a dit que la méditation, c'est lorsque les préliminaires ont été mis en place. Ça veut dire donc que c'est une préparation. Cette préparation, on donnait l'exemple à ça l'autre jour de cette manière où on disait que pour avoir une voiture, peut-être qu'il faut avoir de l'argent pour celui qui ne peut pas fabriquer lui-même son véhicule. Maintenant, quand tu as de l'argent, tu pars acheter une voiture, on te montre comment ça fonctionne. D'ailleurs, on te donne une notice du fonctionnement de la voiture. À partir du moteur jusqu'à l'ensemble des compartiments, de tous les compartiments de la voiture, tu dois avoir la connaissance de ça. Maintenant, tu dois apprendre à conduire et avoir le permis de conduire. En apprenant à conduire, tu es à l'abri de faire du n'importe quoi avec cette voiture. C'est comme ça aussi la méditation. La méditation, c'est le véhicule, c'est la voiture qu'il faut acquérir et puis commencer à l'utiliser. Bon, maintenant, est-ce que c'est la seule chose qui puisse résoudre tous les problèmes de la vie? Moi, je ne dirais pas oui. Bon, je ne sais pas quelles sont les autres choses qu'il faille utiliser, parce que les problèmes de la vie ne finissent jamais. Et lorsqu'on sait bien que les problèmes ne finissent pas parce qu'il y a même une confusion entre les désirs et les besoins, et que parfois on a les problèmes qui sont des faux problèmes, qui ne servent à rien, mais qu'on a mis devant comme si c'était des problèmes. Hein? Alors, pour finir, on se retrouve dans une situation où on va se poser la question, comment moi je vais rester là à méditer, alors que d'abord peut-être que manger de la viande dégage en moi des vibrations négatives qui font en sorte que je ne suis plus en train de communier avec les vibrations électromagnétiques de l'univers comme il faut. Bon, et la méditation, comment je vais donc pouvoir bien la faire? C'est comme tu dis, moi je ne veux pas conduire la voiture, je ne veux pas une voiture que je ne peux pas conduire quand je dors. Bon, tu dis que la voiture me laisse dormir, que je puisse la conduire. Alors, ça ne peut pas aller. C'est ça, donc la méditation ne peut pas résoudre tous les problèmes des personnes et qui ne savent même pas déjà qu'est-ce que c'est que la méditation, ou même celles des personnes qui savent ce que c'est que la méditation enfreignent certaines lois. Comme moi, peut-être que je sais ce que c'est que la méditation, mais peut-être que je ne me conforme pas aux lois de la nature qui permettent à ce que, après l'émission, au lieu de prendre la voiture, rentrer à mon bureau, je survole, c'est tout. Hein, je me retrouve dans mon bureau. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des manquements à tous les niveaux. Donc, au finish, il faut seulement travailler, continuer, oui, à travailler, à encore persévérer et tout. Hein? C'est comme un enfant qui veut marcher. Et il a deux solutions. Ou il rampe, hein? Ou il se met debout à un moment donné.
en disant, mais les autres sont debout, je dois me mettre debout. Hein. De un. De deux, il y a un autre point que j'allais ne pas dire. La méditation, on peut aussi facilement avoir des résultats de ça. Tout à l'heure, il y a un point là. Oui. Des résultats rapides en fonction de son karma. Bon, parce que au cours d'une vie antérieure, on méditait déjà. Soit au cours de cette vie, on ne médite pas, mais on a tout ce qu'il faut, en faisant juste un petit travail de méditation. Contrairement à un débutant lambda KO, qui lui, c'est la première fois qu'il commence à méditer, c'est au cours de cette vie. Alors lui, il va faire plus d'efforts que les autres gens qui méditent depuis, avant lui, et pas au cours de cette vie. Voilà. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et puis on va revenir pour la suite de l'émission. Combien coûte ou rapporte un mort du Covid? Alors c'est public. C'est tellement public, c'est qu'une enquête a été menée par des journalistes d'investigation de USA Today. Donc moi j'ai été récupérer l'information, j'ai effectivement pris contact avec ce journaliste-là pour m'assurer de la véracité de l'information. C'est différent d'un État par rapport à un autre. Le schéma est le suivant. Vous êtes identifié comme étant cas contact Covid, vous rentrez à l'hôpital reçoit $50. Dans cet état-là, dans l'autre, reçoit $100. Vous utilisez un respirateur. L'hôpital reçoit $300. Malheureusement, vous mourrez dans cet hôpital-là, l'hôpital reçoit $4000. Conclusion, pour vous, il y a eu euthanasie, on peut employer le mot? Je ne sais pas s'il y a eu euthanasie, mais en tous les cas, ce qui est prouvé, et ce que je sais, c'est qu'il y a eu une surenchère pour que l'hôpital se transforme en machine à cash. Ce qui veut tout dire. Et pardonnez-moi de vous poser la question, mais le public se pose, vous parlez des États-Unis, mais en France? Je suis très gêné, Richard, j'irai pour répondre à ça. Je comprends bien, parce qu'il faut savoir que le monsieur que j'ai en face de moi reçoit des menaces en permanence, et c'est un acte extrêmement courageux, croyez-moi, de venir ici, sur le plateau, nous révéler toutes ces choses aujourd'hui. Donc je vous en demanderai pas plus, même si à travers votre réponse, on arrive à détecter quand même un certain nombre de choses. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, autre révélation que vous faites dans le livre, sur les vaccins. Alors, sur les vaccins... Mais si oui. Excusez-moi, Richard, je souhaiterais revenir un peu sur les chiffres, parce que les chiffres sont parlants. Oui. D'accord. On entend parler, il y a 3000 morts, 4000 hospitalisations, des choses comme ça et autres. Concrètement, comment ça se passe? C'est quand même incroyable. Je dirais que, avant la Covid, un certificat de décès, avec une seule ligne, la cause de la mort. Je suis mort d'une overdose. Je suis mort, je dirais, du cancer, avec la définition de type de cancer. Je suis mort d'un arme à feu. Ça, c'était avant la Covid. Ils ont changé, le libellé. Après la Covid, avec les directives de l'OMS, on a rajouté une ligne. On a dit, t'es mort d'une overdose et tu avais la Covid. On est mort avec. Forcément. Mais on est mort de l'overdose. Et tu es mort effectivement de la Covid, et c'est marqué. Et la totalité de ces chiffres-là, c'est que vous soyez mort avec d'une overdose, avec la Covid ou pas, c'est totalisé dans le nombre de morts. C'est ça. Donc ils ont fait gonfler les chiffres complètement arbitrairement. Donc on a fait gonfler les chiffres, et je vais aller même pire que ça, parce qu'il y a quand même des preuves que j'ai pu moi-même vérifier en me déplaçant dans certains hôpitaux. Dans certains hôpitaux, si une personne est mourante à l'étage où on traite de la Covid, dans son certificat de décès, il y aura marqué mort de la Covid. Mort Covid. Mort Covid. Mort Covid. Un suicidé et mort Covid. Alors qu'il était rentré, il est décédé d'un cancer. Mais il était sur un étage
où effectivement il y avait le traitement des Covid, on était en train de faire des tests, des choses comme ça. Alors ça, effectivement, on va en reparler dans quelques instants quand il s'agira d'évoquer la communication en la matière. L'autre révélation, je le disais tout à l'heure, c'est sur les vaccins. Effectivement, on parle de vaccination, de taux de succès de tous ces vaccins qui sortent et que vous connaissez tous, hein, et les 3 ou 4 principaux qui sont sur le marché à l'heure actuelle en France. On parle d'un taux de succès dans la presse de 94-95%, ça marche très très bien. Alors vous avez des informations à nous livrer parce qu'en fait, les chiffres qui sont avancés, on ne peut pas aujourd'hui les avoir, ils ne sont pas publics, il faut quelqu'un comme vous qui connaisse par cœur et à un niveau incroyable la cybersécurité pour pouvoir les retrouver. Quels sont ces vrais chiffres? Patrick Joland. Alors, si on regarde, c'est vrai qu'il y a des messages publicitaires des principaux fabricants de vaccins, pour ne pas les citer, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca. Moderna assure 95% de succès de son vaccin. Quelques jours après, il assure 100%. Johnson assure 90%. Moi, je veux bien. La question que je me pose, c'est d'où viennent ces chiffres? D'où vient ce 90% et basé sur quoi? Ah non, c'est opaque, on peut pas, c'est confidentiel. Ah bon, c'est confidentiel? Et pourquoi c'est confidentiel? Comment vous avez fait ces 95%? Alors j'ai été un peu gratté. D'accord? Je suis tombé par hasard sur des papiers, d'accord, qui montrent qu'en réalité, l'efficacité est nettement moindre, sans annoncer des chiffres, est nettement moindre que c'est annoncé. Et ce que vous dénoncez également dans le livre, qui est très intéressant parce que vous parlez des vaccins, c'est d'abord les financements assez opaques derrière, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'hommes politiques de premier plan qui auraient investi dans ces vaccins-là. Dans toutes les sociétés qui fabriquent des vaccins, sauf le vaccin Sputnik chinois, Sputnik russe. Sputnik russe, je dirais Bill Gates a mis de l'argent. Y compris dans les... Alors, on revient sur le plateau. On venait de présenter à nos téléspectateurs une vidéo qui parlait des dessous, je vais appeler ça comme ça, du Covid et bien sûr du vaccin. Professeur, un commentaire? Je crois que ces vidéos-là, on ne les commande pas. Pour la bonne raison que elle parlait d'elle-même. Donc, on n'est pas là comme si on était associé à quoi que ce soit. Mais sauf que c'est pour attirer l'attention des gens dans quel environnement nous vivons. Surtout nous, les Africains. Surtout. Vraiment. Alors, avant de passer à la page pratique, professeur, j'aimerais bien savoir, parce que la page pratique de ce soir nous parle de la cellule. Alors, quel lien on peut faire entre la cellule, la métaphysique et pourquoi pas la méditation? Voilà, la cellule, en réalité, c'est l'être vivant. Alors, c'est comme vous parlez de moi dans un environnement. De même, dans moi, existe une cellule dans un environnement. Et si nous voulons que nous soyons des gens, des personnes affranchies, nous devons savoir comment sont nos cellules, comment vivent nos cellules. Ça, c'est impératif, c'est-à-dire c'est quelque chose que on peut tout badiner dessus. On a beau aller à l'école, mais si on ne sait pas, parce qu'on cherche Dieu quelque part, peut-être Dieu est caché en nous, ou alors il est en nous, parce que les gens comme Socrate, on a beau les citer avec des philosophes universitaires et tout, connais-toi toi-même, afin de connaître Dieu. Pas connais-toi toi-même, on s'arrête là. Alors, on ne sait pas qui sommes-nous, mais on veut bien savoir des choses de ce que c'est que l'univers, les planètes, les ci, les ça. Alors, pour commencer à savoir qui nous sommes, commençons d'abord à savoir qu'est-ce que c'est que nos cellules. Alors, c'est pourquoi le choix de cette page pratique, du moins de la page pratique, du moins des cellules, de l'explication des cellules sur la page pratique, concorde bien sur les préalables, les bases des connaissances qu'on doit avoir pour bien méditer. Donc que les téléspectateurs ne soient pas étonnés
que nous allons revenir sur cette histoire des cellules-là pendant longtemps pour en faire une connaissance comme les chrétiens savent que Jésus est leur sauveur et qu'il est mort pour eux. Voilà. Donc, on vous propose la page pratique, bien sûr, qui parle de la cellule. La cellule prokaryote. Alors, on pourrait aussi parler des spécificités des cellules de champignons ou de celles des protistes, mais on ne le fait pas dans le cadre de ce cours. Par contre, une autre sorte de cellule qui va nous intéresser, c'est la cellule des bactéries. Et là, c'est très différent des animaux et des plantes. Alors que les animaux, les plantes, les champignons et les protistes font partie de ce qu'on appelle les eucaryotes, ceux qui ont bien un noyau. Caryon veut dire noyau, et ça veut dire vrai. Et les bactéries, ainsi qu'un autre groupe qu'on appelle les archées, font partie des prokaryotes. Pro du latin avant, comme les êtres vivants qui sont apparus avant qu'il n'y ait des noyaux. Regardons par exemple une bactérie qui nage dans votre gros intestin. Escherichia coli. Quelle différence y a-t-il par rapport aux cellules eucaryotes? La première, j'ai un peu gâché la surprise, c'est qu'il n'y a pas de noyau. L'ADN est donc libre dans le cytoplasme, pas de noyau pour le protéger. La deuxième différence, plus difficile à représenter ici, c'est la taille. Une cellule bactérienne, c'est de l'ordre de 1 micromètre de diamètre, donc 10 à 100 fois plus petit qu'une cellule animale moyenne. Ensuite, regardons un petit peu ce cytoplasme. On y voit beaucoup moins de choses. Pas de mitochondries, pas d'appareil de Golgi, pas de lysosome, pas de chloroplasme, pas de réticulum endoplasmique. En fait, il n'y a aucun organite à membrane dans la cellule. Ce qu'on trouve, c'est uniquement des ribosomes. Et à l'extérieur de la cellule, par contre, on trouve une paroi qui n'a pas du tout la même composition que la paroi de la cellule végétale. Et d'ailleurs, de nombreux antibiotiques attaquent les bactéries en ciblant spécifiquement des molécules sur leur paroi. On retrouve chez beaucoup de prokaryotes également des cils ou des flagelles qui leur permettent de se déplacer. Les prokaryotes sont toujours unicellulaires. Ce sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule. Les eucaryotes, par contre, comme vous et moi, peuvent être pluricellulaires, c'est-à-dire faits de plusieurs cellules, ou certains eucaryotes sont également unicellulaires, comme les levures, qui sont des champignons unicellulaires, qui permettent de faire du pain ou de la bière ou du vin, ou encore des protistes, comme par exemple l'organisme responsable de la malaria, qui est un protiste, donc un eucaryote unicellulaire. Un fait intéressant d'ailleurs, c'est que notre corps comprend 10 exposant 14 cellules humaines. Mais on est aussi hôte pour des tas de bactéries qui vivent sur notre peau, dans notre système digestif ou sur certaines parties génitales. Et dont beaucoup de bactéries jouent des rôles très utiles pour nous maintenir en bonne santé. Et le nombre de bactéries qui ont élu domicile sur ou en toi, c'est 10 exposant 15. Il y a donc, sur ou en toi, plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. C'est quand même incroyable, non? Alors, le SOS téléspectateurs, il s'agit en fait d'apporter des réponses aux différents messages que vous nous avez envoyés et que vous continuez sûrement d'envoyer. La première question, la méditation, professeur, n'aurait-elle pas des inconvénients? Bon, il n'y a rien sans inconvénient. Hein. Il y a même l'inconvénient d'abord qu'il faut être capable de tenir le coup. C'est-à-dire, si tu dis que tu ne manges pas certaines choses, il faut que tu continues à ne pas les manger. Parce que ce n'est pas que tu ne vas pas manger certaines choses pour un temps. Lorsque tu auras déjà
cesser d'être débutant en méditation, que tu deviens même professionnel de la méditation, si on peut le dire ainsi. Donc là, maintenant, tu commences à manger tout ce que au départ, tu ne mangeais plus. Ou que peut-être il faut procéder par le jeûne dans certaines situations pour raccourcir les efforts consistant à détruire peut-être l'excès de graisse dans ton foie ou réguler ton taux de glycémie. C'est-à-dire tout ce que l'adrénaline, tout ce qui serait perturbateur et qui fera en sorte que méditer ne soit pas facile pour vous. Et cela va donc entraîner des inconvénients parce que certaines personnes aimeraient méditer même si ce qu'ils viennent de boire sa bière. Bon, alors que peut-être que la bière serait incompatible à la méditation. Donc il y a des inconvénients. Mais inconvénients en tant qu'accident, du fait de réglementer ton quotidien comme méditateur et que par la suite, tu trouves un accident à cause de la méditation. Ça, à mon avis, je pense que je suis encore en train de faire des investigations pour voir si ce genre d'inconvénients existait. Voilà. Alors Yannick, depuis Créby, voudrait savoir que faut-il méditer pour l'édification de nos âmes ainsi que pour le salut de nos âmes? Non, il ne faut pas méditer quelque chose. Il faut chercher à se transformer pour s'approprier de l'outil méditatif ou alors pour s'approprier de la méditation. Ce n'est pas une histoire de méditer d'abord. Sinon, ce que je dirais, c'est d'aller d'abord prier alors à l'église. Bon, on prie bien, on prie Dieu en disant pardon, fait que je réussisse à méditer. Parce que peut-être là, la prière pourra être quelque chose qui va faire à ce que vous n'avez pas de préalable à faire, vous n'avez pas de préparation. Allez, vous tombez seulement en plein dans la méditation. Je veux bien, il y a plein de propositions, de vidéos pour méditer et tout. Moi, je ne suis pas dans ces registres, moi je parlais de la métaphysique, je ne suis pas dans le registre de développement personnel. Voilà. Monsieur Edouard Lindjek, bonsoir professeur. Est-ce que métaphysiquement, voilà, j'y arrive, la salutation du soleil peut nous protéger des mauvaises attaques? Oui. La salutation du soleil, le soleil reste Dieu pour nous. Parce que nous sommes à la recherche de Dieu. Dieu sait qui, c'est où, c'est comment. Alors, mais maintenant, si tous les matins, vous n'avez pas donc, le soleil n'est pas à votre portée, vous allez le saluer comment? C'est ça le problème. Soit vous êtes donc obligé de sortir de la maison, se retrouver dans la cour ou bien derrière la maison ou devant la maison, s'il n'y a pas une cour, et essayer de voir le coin du ciel où apparaît le soleil. Et ça, le faire un peu avant l'apparition du soleil. Ça, c'est une bonne question qui incite à ce que, tôt ou tard, parlant de la méditation, qu'on essaie d'expliquer comment cette salutation du soleil-là se passe. Voilà. Alors, Monsieur Camara, depuis la Guinée-Conakry, voudrait savoir quelle relation existerait-il entre spiritualité de l'homme vivant et esprit d'un mort? Alors, disons que les morts ne sont pas morts, mais les morts ne sont pas morts comme on le voit dans les vidéos. C'est-à-dire, si on a besoin du général de Gaulle lorsqu'il descend à Douala et dire que vous aurez l'indépendance, mais vous n'aurez pas l'État. Vous aurez cette vidéo-là, et lui-même en chair et en os en train de parler. Et la suite, on la connaît. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son fantôme est resté. Mais son esprit, ou alors son âme, s'est retrouvé ailleurs. Donc, le côté éthérique de l'homme reste enregistré. Comme pour dire qu'il y a des archives.
ces archives, quelque part, on les appelle les archives akashiques. Mais il y a aussi des archives au niveau de nos maisons, avec les outils que nous avons. Par exemple, tu as une caméra ou tu as un téléphone portable. Tu filmais quelqu'un de l'enfance aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Tu peux te filmer depuis une certaine période où tu peux filmer ton enfant, puisque le téléphone portable existe depuis déjà, et encore les appareils photo, donc des caméras. Tu peux avoir les photos de ton enfant quand il avait quelques mois, et qu'aujourd'hui, il a 30 ans. Parce que l'appareil photo ou la caméra existe depuis. Alors, mais maintenant, si la personne décède, tu restes avec son image. Et cette image, avant, seuls les médiums pouvaient le ramener. C'est-à-dire pouvoir ramener l'image d'une personne décédée. Dans le sens où on ne l'a pas filmé, il n'y avait pas de photo par exemple. Mais qu'on se retrouve au cimetière et qu'un médium parle, se met en contact avec le double éthérique. Et fait revenir donc, on peut appeler ça fantôme, mais l'image ou la vidéo vivante, parce que c'est une vidéo. Pourquoi? Parce que on revoit l'image, mais on ne peut pas la toucher. Alors donc ce n'est plus difficile de nos jours de comprendre ces choses. Alors, Monsieur Edong, depuis Limbé, professeur, pensez-vous que vous pouvez dire à une personne qui a des villas, des voitures, du moins tout le matériel dont il a besoin, qu'il n'est pas affranchi? Si oui, de quoi a-t-il besoin pour être affranchi? Alors, il n'est pas affranchi d'abord parce qu'il dépend de ça. Il y a personne qui souffre lorsqu'il a perdu une aiguille à dépasser une personne qui a beaucoup d'aiguilles. Bon, c'est pour cette raison qu'on dit qu'on a beau avoir un troupeau de bêtes, et que c'est difficile de se débarrasser d'une brebis galeuse. Voilà. Donc, mais une personne qui n'a rien souvent de bon, s'il perd ce qu'elle a, c'est contente. Que bon, c'est parti. C'est pas grave. Alors, je pense que être affranchi, ce n'est pas du point de vue matériel. C'est du point de vue subtil, donc métaphysique. C'est ça, comme ça, on est affranchi. Parce que personne, du point de vue matériel, est affranchi. Lorsqu'on lit la Bible, Proverbe 23, si on lit tout le chapitre là, on va apprendre beaucoup de choses. On va apprendre que la richesse se met de l'aile et ça s'envole et toi tu ne fais que suivre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui à un moment donné dit j'en ai marre d'argent comme ça. Non. On a toujours besoin d'argent, besoin. Et là-dedans, on apprend que quand tu es sur la table d'un riche, en prenant du repas, mets le couteau à la gorge. Ça veut dire donc ne mange pas comme si tu oublies que tu n'es pas sur ta table. Et on dit également que quand tu manges, ne parle pas avec le riche comme si vous êtes au même pied d'égalité. Parce que quand tu commences à parler, tu risques de dire des choses qui sont des bêtises à ses oreilles. Bon, alors donc, on ne peut pas dire que le riche est affranchi, le non-riche ne l'est pas. Le non-riche ne l'est pas, le riche ne l'est pas. Personne n'est affranchi. L'affranchi est celui qui prend conscience de où se trouve le bonheur. Est-ce dans les biens matériels ou est-ce dans les biens spirituels? C'est là où se trouve la question, la réponse à cette question. Qui est affranchi? Voilà. Alors, si l'homme passe sa vie à méditer, est-il possible qu'il réalise des choses sans toutefois se mettre en mouvement? Peut-être genre se déplacer. Oui, ça, il parlait des moines.
je ne parle pas de la méditation de moine, puisque en fait, on a parlé lors des premières éditions de cette tranche, de ces thèmes-ci. On a dit qu'on pouvait méditer en se déplaçant. Ça, en marchant en route, on médite. On peut méditer dans la voiture. On peut méditer dans l'avion. On peut méditer partout où on est. Alors, ça ne veut pas dire que on ne fait plus rien, on médite. Non. On n'est pas devenu moine. On n'est pas dans des casernes de moines. On peut, étant dans la salle de réunion, méditer. C'est une manière d'avoir l'emprise sur l'exposé qui est comme thème de base retenu. Parce que ta méditation, cette fois-là, te permet d'avoir des révélations sur le pan de la chose et comment prendre la chose. Et cela t'aiderait à guider le groupe. De façon qu'à un moment donné, parce que toi tu médites au cours de ces séances-là, on finit par te coopter pour gérer le groupe. Mais ça ne veut pas dire que méditer, ça veut dire être distrait de ce qui est de l'essentiel. C'est être distrait de ce qui n'est pas de l'essentiel. C'est d'où le lâcher prise, le vide mental, le fait de rentrer à la retraite par rapport aux choses qui ne servent pas à grand chose pendant la méditation. Voilà. Alors, on a Issa de Ngousso. Bonsoir à vous. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour cette émission, pour la satisfaction qu'elle me procure toujours à l'occasion. J'ai toujours cette sensation de pouvoir facilement atteindre cet état métaphysique, mais je n'y arrive pas parce que j'abandonne très vite. S'il vous plaît, c'est dû à quoi? C'est dû à son tempérament. Peut-être qu'il faille étudier. C'est ce que nous fait proposer souvent les études de vie métaphysique. Parce qu'avec l'étude de vie métaphysique, tu connais tes limites. Tu sais que bon, ça, je suis limité à ça, ou je suis limité par rapport à ceci ou à cela. Et là, on peut faire des efforts pour que on ne soit plus limité. Donc, je pense que déjà qu'il prend conscience qu'il a quelque chose à faire, qu'il a une interpellation, alors le temps est venu pour casser les barrières qui empêchent à ce que son élévation spirituelle ne puisse se produire aisément. Voilà. Alors, serait-il possible de comprendre sans apprendre? Alors, comprendre sans apprendre, c'est apprendre sans comprendre, c'est ça? Non? En fait, je comprendre sans apprendre, ça veut dire que tu apprends même quoi. Et tu fais comme moi quand j'étais à l'école primaire où j'ai terminé mes cours, je n'arrivais pas à réciter parce que moi je trouvais ça comme des contraintes. Je restais là à réciter, d'ailleurs même mes propres chroniques ne me demandent pas de réciter qu'est-ce que j'ai écrit ou bien de revenir sur ce que j'ai écrit, c'est des inspirations. Alors ça revient, ça part, ça revient, ça repart. Si bien que des fois on est en retard à l'émission parce que l'inspiration ne venait pas. C'est pas qu'on a les choses qu'on a emmagasinées dans sa tête qu'on veut aller pondre quelque part, non. Bon, donc apprendre, c'est utiliser son cerveau. Comprendre, c'est utiliser son corps, son cœur. Alors, en quoi cela se ressemble? Si tu veux, tu restes avec ton cerveau. Mais si, au moment où le cerveau gobe quelque chose, le cœur repousse, c'est là que tu vas comprendre ce que tu fais. C'est tout. Igor voudrait savoir quelle différence existe-t-il entre méditer et prier? Il y a la différence, c'est que la prière, c'est une demande qu'on adresse à une entité. Supposé être là à écouter, tant bien que mal, vrai ou faux. Alors que méditer, on ne s'adresse à personne, on s'harmonise avec soi par rapport à son évolution et tout vient après. C'est-à-dire, on ne médite pas. Je sais, il y a plein de propositions, comment méditer pour avoir
de l'argent, comment méditer pour se marier, comment méditer. On a la femme, on a de l'argent, on a les maisons, on a les voitures, on a tout en méditant sans toutefois s'y pencher sur la chose que je dois avoir l'argent, je dois avoir la femme, je dois avoir les maisons. Je dois... Non. Ça, c'est que c'est la prière, c'est pas la méditation. C'est Monsieur Enouma depuis Krébé. Bonsoir professeur, la méditation peut-elle nous éviter d'être en colère? Oui. Quand on a mangé la viande de porc, on grogne. Comme pour dire, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai de quoi vous souffrez. Ou alors, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai comment vous vous comportez. Il y a des gens qui sont nés très agressifs, mais le fait qu'ils ne mangent pas de la viande, leur agressivité a diminué. Hein? Le fait qu'ils mangent certaines viandes, par exemple la viande de bœuf, qui est beaucoup consommée en Afrique. Nous sommes des poltrons. Parce que les animaux comme les bœufs, aussi gigantesques qu'ils soient, un petit berger conduit 40 bœufs avec un petit bâton. Bon, parce que la soumission est de mise sur ces bêtes-là. Et celui qui en mange sa viande devient poltron. Alors, le cas des Africains. Nous mangeons trop de la viande de bœuf et nous sommes des poltrons. Pour la plupart d'entre eux. Sauf ceux qui en mangent peut-être cru. Ils sont un peu sont sanguinaires. Voilà. Donc ça veut dire que si on se met à la méditation, on pourrait ne plus avoir des états colériques. Toutefois, on a préparé les préalables, on a pris les états colériques de la même manière qu'on les avait avant. Beaucoup de choses vont changer. Alors, je crois que nous sommes déjà... On va prendre rapidement une dernière question. Comment faire le rapprochement entre le futur et les rêves flous des événements de nos vies? Le futur et les rêves flous des événements de nos vies. C'est un rapprochement qui dépend de tout un chacun. C'est-à-dire, c'est à chacun qui doit se poser la question que je rêve comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a des rêves qu'il faut décrypter, qu'il faut interpréter. Vraiment de manière fondamentale, pas dans le simple sens d'interprétation des rêves. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre émission, professeur. Le dernier mot avant de la conclure. Alors, le dernier mot, c'est que nous sommes que dans les chapitres. Peut-être qu'il y a le 10e chapitre qui nous attend. Et là, les téléspectateurs vont découvrir qu'est-ce qu'on aura préparé pour eux. Voilà. Alors, nous avons été ravis de vous connaître, de vous avoir nombreux ce soir de par les messages que vous nous avez envoyés. Mais ce que nous devons retenir, c'est que chacun de nous, à un moment donné, doit pouvoir se prendre en charge. Et la prise en charge commence d'abord par son affranchissement mental, culturel, social, tout ce que vous voulez. Et cet affranchissement ne peut se faire que lorsque l'on va à la quête de la connaissance, mais alors la véritable connaissance. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.